Bonjour et bienvenue au cours 1, partie 3, les concepts fondamentaux en recherche. Donc, ce dont on va traiter aujourd'hui, c'est vraiment, on va explorer, puis on va parler beaucoup de la variable indépendante, on va parler de la variable dépendante, et puis le variable ou les variables médiatrices et modératrices. Alors, je vais vous rappeler que dans une dernière vidéo, on avait parlé brièvement de l'hypothèse. Alors, j'avais défini l'hypothèse comme une déclaration ou une prédiction empiriquement testable sur la relation entre au moins deux variables qui peuvent être mesurées objectivement. Alors, vous voyez qu'en gras, j'ai mis au moins deux variables. Ces deux variables sont nécessairement une variable indépendante et au minimum une variable dépendante. Alors, vous voyez que dans les hypothèses, on parle déjà de la variable indépendante ou une des variables indépendantes dans notre étude et une des variables dépendantes dans notre étude. Alors, quand je dis au moins deux variables, une indépendante et une dépendante. Ce qu'on souhaite faire, c'est on souhaite vraiment garder ça le plus simple possible au début parce que c'est possible d'avoir plusieurs variables indépendantes et plusieurs variables dépendantes, mais vous allez voir que ça complique les choses beaucoup. Alors, pour l'instant, on va garder ça simple. On va parler uniquement d'une variable indépendante et une variable dépendante. Vous allez voir que je vais utiliser aussi beaucoup VI et VD. Simplement parce que c'est plus facile, puis c'est plus facile à dire. Alors, la VI, c'est la variable indépendante et la VD, c'est la variable dépendante. Bon, alors, c'est quoi cette variable indépendante? C'est quoi cette VI? C'est la variable qui agit à titre... elle agit à titre de variable explicative à la variable dépendante. Alors, c'est elle qui explique pourquoi. C'est comme la cause de l'effet. L'effet, c'est la variable dépendante, alors que la cause est la variable indépendante. La variable dépendante, c'est justement l'opposé. C'est l'effet. Alors, elle subit l'influence présumée de la VI. Alors, la VI, la cause, va avoir un effet, va avoir une influence sur la VD. Alors, on peut voir comme la VI comme qui influence la VD. La variable dépendante, c'est souvent ce à quoi on réfère par rapport aux les résultats produits par la VI, ou c'est comme les effets de, c'est la finalité de la variable indépendante. Alors, lorsqu'on parle des résultats d'une étude, souvent, on va parler de la VD, la variable dépendante. C'est comme quoi, de quoi résulte l'influence de la VI, de la variable indépendante. Alors, par exemple, juste pour simplement vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, si on étudie ou si on s'intéresse au nombre de sessions de traitement psychothérapeutique, alors c'est la VI. Alors, plus on suit des sessions de psychothérapie, mieux sont les symptômes de dépression, la VD. Alors, le nombre de sessions thérapeutiques serait la VI, la variable indépendante, et puis l'intensité des symptômes ou le niveau de dépression serait la VD. Alors, la cause est traitement psychothérapeutique. L'effet, c'est sur les symptômes de la dépression. On peut aussi parler du comportement directeur. Plus le comportement du directeur de doctorat est appuyeur ou qui soutient l'autonomie, mieux la motivation ou meilleure la motivation de l'étudiant sur son travail. Alors, vous voyez comment est-ce que si je suis un directeur de doctorat qui appuie et qui écoute mes étudiants, ça va avoir une influence, ça va causer, ça va avoir un effet sur la motivation de mes étudiants. On peut aussi parler peut-être de l'intensité émotionnelle d'un stimuli. Alors, plus un stimuli est émotionnellement chargé, plus ça va avoir une influence sur la réponse. Alors, une image grotesque flashée à l'écran va peut-être avoir une réponse beaucoup plus rapide ou plus intense de votre part. Il y a plusieurs types de variables, des deux variables, soit les variables indépendantes ou les variables, les VD. Alors, on parle d'abord, les types de variables s'appliquent tant à la VI qu'à la VD. On parle, entre autres, des variables continues,
Alors, vous pouvez voir continu, ça veut dire continuum, ça s'étale sur un continuum. Les variables peuvent aussi prendre de nature, ou peuvent être de nature discrète. Alors, noir et blanc, rouge et bleu, homme-femme, libéraux conservateurs, ainsi de suite. Alors, une variable continue, c'est une variable qui forme un continuum et peut être représentée par des fractions ou des très petites unités, ou ça peut être, ça peut s'élargir, c'est un continuum. Une variable discrète, c'est justement ça, c'est discret, c'est une entité entière. Alors, soit que tu es mort ou que tu es en vie. Euh, Normalement, soit qu'on parle de la vie ou qu'on parle de la mort. Soit que vous êtes dans le groupe 1 ou que vous êtes dans le groupe 2. Soit que vous êtes dans le cours Psy 40-20 ou que vous n'êtes pas dans le cours Psy 40-20. Alors, ces idées de continu et discrète s'appliquent tant à la variable indépendante qu'à la variable dépendante. Alors, la variable indépendante peut être continue ou discrète. La variable dépendante peut aussi être continue ou discrète. Ça marche? Alors, décortiquons, c'est quoi cette variable indépendante? La variable indépendante, la manière que je la décris vraiment, grosso modo aux étudiants, c'est votre point d'intérêt. C'est vraiment votre gaga, c'est votre chouchou, c'est la chose qui vous intéresse le plus, dans le sens que si vous vous intéressez à comment est-ce que la variable indépendante agit dans ce monde. C'est vraiment le centre puis la cible de votre étude. Les variables dépendantes, les résultats, les effets, on utilise les variables dépendantes pour voir, mais c'est quoi les effets de notre variable indépendante. Alors, je m'intéresse par exemple à le nombre de café qu'on consomme par jour, et puis c'est ça, le nombre de café de caféine qu'on consomme par jour. Alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce phénomène de caféine dans le corps. Alors, une fois que j'ai vraiment identifié mon gaga, mon chouchou, ma petite boîte noire, là, je vais voir, mais qu'est-ce qui pourrait m'intéresser, ou en quoi est-ce que le montant de caféine dans le corps influence, ou qu'est-ce que ça l'influence? Ça peut influencer la concentration, ça peut influencer notre patience, ça peut influencer notre performance à une tâche, et notre concentration, et ainsi de suite. Alors, mais ce qui est important d'abord, c'est d'identifier un peu cette variable cible ou ce concept cible qui est notre variable indépendante. Donc, lorsqu'on identifie notre gaga, notre chouchou, notre variable indépendante, souvent, on va osciller entre ce qu'on appelle une variable conceptuelle ou théorique et une variable concrète ou opérationnalisée. Alors, vous voyez déjà que dans les dernières vidéos, j'avais déjà dit qu'on était pour utiliser ce mot opérationnalisation à maintes reprises. Et puis, justement, on commence à l'utiliser là. Alors, la variable indépendante peut soit exister, elle peut prendre une nature conceptuelle ou théorique. Alors, c'est une idée, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global. C'est un concept de la variable. Alors que lorsqu'on parle d'une variable concrète, lorsqu'on parle d'une variable indépendante opérationnalisée, là, on parle d'une variable où on concrétise la manière qu'on la définit, la manière qu'on la mesure. C'est vraiment une définition très, très, très concrète de la variable. Alors, par exemple, les psychothérapies. C'est une idée très large, là. Il existe des maintes différents types de psychothérapie. Alors, l'idée de la psychothérapie ou de suivre une psychothérapie est une variable ou est un exemple de variable indépendante conceptuelle. Maintenant, si je dis que si je veux concrétiser ou opérationnaliser l'idée de la psychothérapie, je dirais 10 sessions de mindfulness training ou de psychothérapie en pleine conscience ou de pleine conscience. Alors là, je viens d'énumérer le nombre de psychothérapies, le nombre de sessions et le type de psychothérapie. Alors, je viens de permettre à quelqu'un d'autre de répliquer, ou au moins je donne assez d'informations je donne des informations assez précises par rapport à comment j'ai concrètement défini le concept de psychothérapie. Maintenant, il y a plusieurs différentes manières d'opérationnaliser les concepts. Alors, on n'est pas là pour opérationnaliser à 10 reprises ou de 10 manières. Ce qu'on veut choisir, nous, c'est quelle est l'opérationnalisation qui est la plus importante
compte tenu de notre contexte et compte tenu de nos hypothèses et puis nos idées à nous. Alors, on peut débattre si une variable est bien opérationnalisée ou pas. Ça, on va voir un peu plus tard. Il y a des bonnes manières d'opérationnaliser ou bonnes manières de rendre concret des variables. Mais pour l'instant, il faut juste réaliser que la variable peut avoir une nature conceptuelle, vaste, vague, et puis on veut aussi arriver à une variable qui est concrète, qui est opérationnalisée. Alors, la variable indépendante, là, on parle uniquement de la variable indépendante. La variable indépendante peut soit être mesurée, on réfère aussi au concept d'invoquer, ou elle peut être provoquée. Alors, mesurer, je ne peux pas contrôler votre sexe. Je ne peux pas contrôler, normalement, je ne peux pas contrôler la couleur de vos yeux. Alors, c'est quelque chose qui existe déjà en vous. Il y a d'autres exemples, c'est le niveau d'estime de soi. Normalement, on a déjà un certain niveau d'estime de nous-mêmes. On a déjà un style d'attachement envers nos conjoints ou envers notre mère. On a déjà il y a déjà des troubles cognitifs qui peuvent exister ou des biais cognitifs qui peuvent exister déjà en nous. Alors, normalement, on réfère à ce genre de choses qui est des conditions préexistantes. Comme des variables qui sont mesurées. Alors, on peut mesurer l'estime de soi, on peut mesurer le genre et le sexe des participants, on peut mesurer les styles d'attachement. Alors qu'il y a d'autres où ce qu'on peut manipuler. Alors, les manipuler, la variable indépendante peut être manipulée, on appelle aussi contrôler. Dans le sens que je peux soit vous donner une pilule rouge ou une pilule bleue. Alors, c'est facile pour moi d'aléatoirement donner à un groupe une pilule rouge, puis à un autre groupe une pilule bleue. Ou je peux très bien administrer ou donner 10 séances de pleine conscience versus une séance de pleine conscience. Alors, ça, c'est un exemple d'une variable indépendante où je peux provoquer, je peux manipuler, je peux contrôler parce que les contextes de la variable font est-ce que je peux le faire. Alors, d'autres exemples qu'on voyait à l'écran, ce serait soit pour une variable indépendante, ce serait le type de thérapie. Alors, disons que je donne une psychothérapie versus un traitement de médicaments ou peut-être une liste d'attente. Souvent, on va référer à des variables provoquées comme un groupe expérimental. Alors, celui qui reçoit la version de notre variable indépendante clé. Alors, tu sais, comme le nouveau médicament, la nouvelle psychothérapie, la nouvelle forme de psychothérapie, peut-être le nombre de séances clés de psychothérapie qu'on pense est nécessaire pour avoir un effet. Alors, ça, c'est notre groupe expérimental versus notre groupe contrôle, qui est celui auquel on fait référence ou celui qui ne reçoit pas la même chose ou qui considère comme groupe de référence. Alors, on peut manipuler simplement dans la provocation ou dans la manipulation de la variable indépendante. On peut la manipuler de différentes manières, soit avec l'absence ou la présence. Alors, soit qu'on donne le médicament ou on ne donne pas de médicament. Soit qu'on peut varier la quantité de la variable indépendante. Alors, soit qu'on donne un peu, moyennement ou beaucoup. Alors, par exemple, aucun gramme de Tylenol, 50 grammes de Tylenol et puis 500 grammes milligrammes, de Tylenol, ou une session de psychothérapie ou 10 sessions ou 40 sessions. Alors, on peut varier la quantité de la variable indépendante. On peut varier la qualité. Alors, soit thérapie X versus la thérapie Y. Ou on peut aussi traiter des différences individuelles. Alors, ça, on réfère à les groupes mesurer. Alors, les différents types de... Quand on revient à les catégories ou le genre de variables indépendantes, on avait parlé de la manipulation par mesurer ou une variable indépendante qui est mesurée. Alors, si on voit... par exemple, les personnes si on retourne à l'estime de soi, alors les personnes qui ont une haute estime de eux-mêmes versus une basse estime de eux-mêmes. Alors, on peut mesurer la variable, la condition préexistante d'une population, puis voir, on va créer des sous-groupes. On va voir quel est l'effet de la thérapie, quel est l'effet de l'estime de soi haute sur
la variable dépendante et quel est l'effet de la basse estime de soi sur la variable indépendante. Alors, on va beaucoup référer à ces différences individuelles. Ben, c'est souvent des variables qui sont mesurées. Alors, on ne peut pas provoquer l'estime de soi ou c'est, disons, difficile de provoquer l'estime de soi ou l'estime d'attachement. Ou un autre exemple qu'on voit à l'écran aussi, c'est des fois, il y a des personnes qui sont fumeurs, par exemple. Tu sais. Éthiquement, je ne peux pas forcer quelqu'un à fumer. Alors, je peux aller recruter des personnes qui sont déjà des fumeurs et puis les comparer aux personnes qui ne sont pas fumeurs. Alors, puis peut-être que je peux même comparer ou mesurer le nombre de cigarettes qu'ils fument par jour. Alors, je pourrais voir à l'intérieur du groupe de fumeurs, je vais voir est-ce que fumer plusieurs cigarettes ou quelle incidence est-ce que la consommation de nicotine a une influence sur la concentration. Alors, je ne peux pas demander à quelqu'un de fumer 15 cigarettes par jour versus une cigarette par jour, mais je peux utiliser déjà leur état de base comme un indice de manipulation. Souvent, ce qu'on va faire, c'est dans les études, surtout quand on est au début des études, on va vérifier la manipulation de la VI. C'est-à-dire, une fois qu'on a identifié notre gaga, notre chouchou, on veut s'assurer qu'on a... et qu'on manipule, alors qu'on contrôle. On veut s'assurer que la variable qu'on a créée, soit le Tylenol, par exemple, augmente quelque chose. Là, il fait ce que c'est censé faire. Alors, par exemple, si je m'intéresse à la consommation de caféine, je veux m'assurer que le café que je vais faire, l'espresso que je vais faire, augmente le taux de caféine dans le corps des participants. Parce que il ne faut pas nécessairement assumer que juste parce que j'y ai pensé, que l'effet va avoir lieu, que la variable indépendante fait ce que je pense qu'elle devrait faire. Alors, on veut toujours s'assurer, à travers d'une vérification de la manipulation, que la variable indépendante qu'on manipule, soit qu'elle soit par la présence ou l'absence, la quantité ou la qualité, on veut s'assurer que notre manipulation, notre contrôle de la variable fait quelque chose, puis elle fait plus ou moins ce qu'on pense qu'elle devrait faire. Puis c'est souvent ce qu'on fait, on va souvent le faire cette vérification à travers des pré-tests ou des études pilotes pour s'assurer. Alors, par exemple, si je m'intéresse aux émotions de joie et de peur sur la concentration sur une tâche X, Y, et puis je crée un film ou un petit vidéo, je veux m'assurer que la vidéo crée une émotion de joie, et puis l'autre vidéo, qui est l'émotion de peur, crée des émotions de peur. Alors, je veux m'assurer qu'avec un pré-test, puis en le montrant à plusieurs personnes, qu'un vidéo crée de la joie, puis l'autre vidéo crée de la peur. Puis ensuite, là, je peux soit montrer un des vidéos à un groupe, puis l'autre vidéo à l'autre groupe, sachant que, je suis assez confiant que le vidéo de joie induit des émotions positives ou des émotions de joie, et puis que l'émotion la vidéo de peur induit des émotions de peur. Alors, c'est ce qu'on appelle la vérification, la manipulation de la VI. Je vous ai dit du début qu'on souhaite, surtout au début, garder le nombre de la VI au minimum 1. On a absolument besoin, dans toute étude empirique, on a absolument besoin d'au minimum une variable indépendante. Maintenant, c'est possible d'ajouter des variables indépendantes, mais vous allez voir que ça se complique très rapidement. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, puis pour comprendre comment fonctionne la manipulation des VI ou comment on jongle avec la VI, on peut, par exemple, avoir comme première variable indépendante soit de la thérapie ou aucune thérapie. Alors, notre première variable, c'est... on va commencer de l'autre côté. La première variable, c'est soit des médicaments ou un médicament médicamenté ou un placebo. Alors, un placebo, c'est une pilule de sucre. Alors, le participant, la participante pense qu'il consomme quelque chose qui va avoir une influence, mais il n'y a aucun ingrédient actif médicamenté dans le placebo. Alors, je m'intéresse, est-ce que l'antidépresseur réduit la dépression ou les symptômes de dépression plus que ou meilleur que le placebo? Alors, c'est ma première variable indépendante. Mais là, je me dis, peut-être que l'antidépresseur ou le placebo fonctionne mieux ou interagit, a un meilleur effet si je rajoute la thérapie sur les antidépresseurs. Alors là, la deuxième variable indépendante serait soit la thérapie cognitivo-comportementale ou
aucune thérapie. Alors, la liste d'attente. Alors, vous voyez qu'en simple, il y a 2 niveaux. Alors, la première VI est discrète, antidépresseur ou placebo. La deuxième VI est aussi discrète, soit thérapie cognitivo-comportementale ou aucune thérapie. Alors, ça fait pour 4, disons, options de VRI ou 4 versions de mes VI. Et donc, j'ai 4 groupes. Alors, pour chacune des variables, ou niveau de les variables, je les combine en 2 fois 2, ça donne 4 groupes. Alors, les hypothèses de la recherche vont être définies par le nombre et les types de variables indépendantes qu'on va avoir. Alors, au début, on pensait, est-ce que les antidépresseurs vont avoir un meilleur effet que le placebo? Ça, c'est notre première hypothèse. Mais là, si on rajoute la dépression ou le type de thérapie, là, on voit que ça complique assez rapidement. Là, on dit, bien, l'antidépresseur va être meilleur que le placebo, mais seulement pour ceux qui ne suivent pas la thérapie. Alors, vous voyez que je viens de rajouter une deuxième partie de la phrase qui complexifie beaucoup puis qui requiert pas mal plus mais c'est ça, il faut mieux réfléchir. Alors, on peut rajouter, mais c'est correct. Pour l'instant, je vous recommande de garder ça simple avec une variable indépendante pour l'instant. Gardez ça simple. La VI est, comme j'ai déjà mentionné, c'est l'ingrédient, c'est notre gaga, c'est ce qu'on pense est la cause d'un phénomène. Alors là, j'utilise cause entre guillemets parce qu'on va voir très brièvement que selon la démarche scientifique, le mot cause ou la causalité a des balises et des paramètres très, très, très spécifiques. Mais communément, on dit, ben regarde, ceci cause cela ou ainsi de suite. Alors, l'AVI, c'est l'ingrédient qui influence, qui cause, entre guillemets, un certain phénomène. Alors, le tabagisme influence, cause le cancer. Les études, le temps d'étude, plus on est dessus, cause, entre guillemets, ou influence les résultats scolaires. Le Tylenol influence la réduction du mal de tête. Alors, en fait, dans toute cette acétate, je pourrais très bien utiliser, c'est plus nuancé d'utiliser influence. Parce que comme on va voir très bientôt, l'utilisation du mot cause est réservée vraiment à des paramètres très, très, très spécifiques. Mais ce à quoi je vous ai apporté à penser, c'est que si j'utilise le mot cause, la VI, ce n'est pas la seule cause d'un phénomène. Alors, le temps d'étude n'est pas le seul. Le temps d'étude, le montant de temps qu'on passe à faire des études ou à étudier le matériel n'est pas la seule cause des bons résultats scolaires. Il y a notre intelligence, il y a notre motivation, notre compétence préalable, il y a plusieurs autres causes. Alors, c'est pour ça que je dis cause, parce que si je dis que le temps d'étude influence les résultats scolaires, là, on comprend bien. Juste comme l'intelligence influence les bons résultats scolaires ou influence les résultats scolaires, on peut aussi parler nos compétences ou nos connaissances au préalable influencent les résultats scolaires. Vous voyez comment est-ce qu'il faut vraiment faire attention comment on utilise le mot cause dans la démarche scientifique. L'autre affaire, c'est que vous n'êtes pas là à expliquer tout un phénomène. Vous êtes là à identifier une des influences, une des causes, une des variables qui mène à quelque chose d'autre. Alors, on n'est pas là pour tout expliquer puis expliquer le phénomène en entier. On veut simplement identifier une variable indépendante et étudier le lien ou son influence sur une autre ou sur la variable dépendante. Alors, c'est quoi son effet? C'est quoi l'effet de la variable indépendante sur la variable dépendante? C'est ça. Pour revenir à l'effet ou ce concept de causalité, il y a 3 conditions essentielles pour parler pour être capable de dire qu'une variable indépendante cause un effet. Alors, lorsqu'on parle de la causalité dans la démarche scientifique, on pense à l'association, on pense à l'isolation et on pense à la temporalité. Alors, l'association, c'est d'abord, disons, avant que je rentre dans les explications, il y a des degrés. Chacun de ces concepts-là sont plus ou moins forts. Alors, c'est une évaluation
subjective et objective par rapport à le degré d'association, le degré d'isolation, puis le degré de temporalité. Alors, plus il y a un degré d'association, plus il y a un degré d'isolation et de temporalité, alors plus les trois paramètres sont forts, plus on peut dire, on peut dévoiler, on peut conclure avec sûreté que la variable indépendante cause les effets X, Y, Z. Alors, le premier paramètre qui est hyper important, c'est l'association. Alors, il doit y avoir une association, il doit y avoir un lien entre l'effet, et puis, excuse, la cause et l'effet. On doit avoir une association assez forte entre la variable indépendante et son effet, qui est la variable dépendante. Alors, normalement, lorsque quelqu'un se blesse, quelqu'un tombe, mon fils est tombé de son vélo la semaine passée, puis il a graffiné son nez, il a graffiné son menton. Alors, il a graffiné, plus il tombe fort, plus ses blessures sont intenses. Alors, l'association est assez évidente. Plus je frappe fort sur le visage de quelqu'un, normalement, plus le bleu est intense. Alors, c'est une association. Deuxièmement, il y a l'isolation, dans le sens que c'est la seule chose, la variable indépendante est la seule chose, la seule influence qui aurait pu avoir lieu en temps et lieu. Alors, mon fils, il ne s'est pas cogné contre un mur. Mon autre fils ne l'a pas cogné, l'a pas graffiné. Il n'y a eu aucune autre incidence où son nez et son menton auraient pu être graffinés. Alors, c'est le fait qu'il est tombé de son vélo que je peux, avec confiance, conclure que, ben, regarde, la seule chose qui s'est passée qui aurait pu causer sa blessure sur son nez et son menton, c'est le fait qu'il est tombé de son vélo. Juste comme si je frappe quelqu'un dans le visage, ben, on veut s'assurer que c'est la seule chose qui ait frappé le visage. Alors là, j'utilise des exemples assez physiques, mais je pense que c'est assez facile de comprendre que lorsque je frappe, ça blesse et puis ça a un effet quasiment instantané. L'aspect qui est peut-être le plus facile à évaluer, c'est la temporalité. Alors, on veut que la cause vienne avant l'effet. Alors, encore là, pour revenir à l'exemple de mon fils, il n'y avait pas de blessure sur son nez et son menton. Il est tombé de son vélo et puis après avoir tombé de son vélo, il y a eu ses blessures sur son nez et son menton. Alors, encore la même chose. C'est facile d'évaluer dans le temps, littéralement dans le temps, quand est-ce que l'effet est présent et puis quand est-ce que l'effet n'est pas présent. Alors, des trois composantes, disons, la temporalité est relativement simple parce que on peut soit mesurer avant ou après, ou on peut voir un peu dans le temps. C'est beaucoup plus facile d'observer la temporalité, alors que là où le nerf de la guerre est vraiment dans l'isolation. C'est vraiment on veut s'assurer de contrôler tout le contexte puis le plus possible pour dire, ben, regarde, la seule chose qui pourrait avoir eu une influence sur la variable dépendante, sur l'effet, c'est notre variable indépendante. Alors, vous avez peut-être entendu, surtout avec tous ces vaccins et puis toutes ces discussions de le développement de vaccins de COVID, et ainsi de suite, que l'une des grandes étapes, ou l'une des étapes importantes, c'est les Random Clinical Trials, RCT. Alors là, c'est la raison pourquoi c'est le summum d'une recherche, surtout pour les vaccins qui risquent d'avoir soit un bénéfice de santé ou pas, c'est qu'on administre le vaccin, qui est l'ingrédient, la variable indépendante, à des milliers de participants, et puis on le donne aléatoirement. On en donne ou on n'en donne pas à plusieurs milliers de participants, et puis là, on va voir avec toute la diversité des participants, on peut essentiellement voir que si le vaccin fonctionne, on va le voir dans la majorité des participants qui ont reçu le vaccin, alors que si le vaccin ne fonctionne pas, on va voir qu'il ne va pas avoir fonctionné dans ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Alors, l'isolation c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là où se joue beaucoup des évaluations de la rigueur scientifique. Et puis, c'est un des aspects de la démarche scientifique qui est la plus difficile
c'est ça, qui est la plus difficile. Bon, la variable dépendante, c'est celle qui subit l'influence présumée. La variable dépendante est pas mal plus simple parce que c'est elle qu'on utilise comme effet. Alors, c'est les résultats produits par la VI. Alors, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Alors, on utilise notre petite boîte noire, notre petite gaga, notre variable cible, qui est notre variable indépendante, puis on va voir en quoi est-ce que notre variable indépendante va influencer VD. Alors, consommation de caféine va influencer la qualité de mon sommeil, elle peut influencer le taux de concentration, elle peut influencer, il y a plein d'autres choses. Mal de tête, ainsi de suite. Alors, la VI va avoir une influence sur la VD. Encore là, la variable dépendante peut être soit conceptuelle ou concrète. Conceptuelle, c'est vaste, c'est l'idée générale. Concrète, c'est l'opérationnalisation, c'est la concrétisation de ce qu'on conçoit comme la variable dépendante. Alors, c'est exactement la même chose comme on a parlé pour la variable dépendante. On peut parler du concept de bonne humeur, où on peut aller voir, qu'est-ce qu'on veut dire par une bonne humeur? Là, on peut utiliser une échelle concrète du PANAS, par exemple, le Positive and Negative Mood Schedule, pour mesurer l'humeur positive et négative de nos participants. Alors, c'est un exemple de prendre une variable ou une idée relativement vaste, qui est l'humeur, et puis la concrétiser, l'opérationnaliser de manière concrète. Vous voyez comment est-ce que l'opérationnalisation se fait. C'est pas compliqué. C'est simplement dans le mot et dans la description, le montant d'informations qu'on donne pour décrire notre variable concrète. Alors, vous voyez comment est-ce qu'au niveau théorique, on peut parler d'une humeur positive, alors qu'au niveau opérationnalisé, je parle de la sous-échelle de l'humeur positive du PANAS. Alors, cette description simple est hyper précise parce que le PANAS est un questionnaire standardisé, hautement utilisé par plusieurs chercheurs. Tout le monde utilise le même questionnaire, les mêmes énoncés, le score de la même façon. Alors, c'est ça. Ça donne beaucoup d'informations très concrètes dans relativement peu de mots. C'est ça. Alors, la raison pour laquelle, tant au niveau variable indépendante que la variable dépendante, la raison pour laquelle c'est très important d'opérationnaliser la variable dépendante, c'est parce que ça permet de rendre un concept, une idée, une variable dépendante théorique, ça la rend dans la sphère observable et mesurable. Alors, si je vous parle de l'humeur positive, je vous donne très peu de détails par rapport à comment je l'ai observé puis comment je l'ai mesuré. Alors, l'opérationnalisation de la variable dépendante nous permet de définir comment on a observé et de définir comment on a mesuré notre variable dépendante. C'est le fait que je définis puis je décris comment je l'ai observé et mesuré permet à d'autres chercheurs d'aller vérifier ou d'aller refuter, d'aller reproduire. Alors, je vous rappelle tous ces concepts de la science qui sont hyper importants ou la raison pour laquelle la science a une certaine valeur, c'est parce que la science peut être refutable, une étude peut être reproduite, une étude peut être observée ou devrait être observée. L'autre affaire, c'est que ça évite les manques de communication. Alors, en opérationnalisant nos variables dépendantes, on clarifie notre conceptualisation de la variable. Alors, je peux parler d'une bonne humeur. Il y a différentes manières de concevoir une bonne humeur. Alors, on peut soit avoir une bonne humeur au niveau affectif, mais aussi on peut voir la bonne humeur sur le visage. Alors, peut-être que moi, j'ai mesuré une bonne humeur par la tension des muscles zygomatiques sur le visage. Si on sourit, j'assume que le monde est de bonne humeur. Est-ce que c'est la définition d'une bonne humeur? On n'est pas là pour définir c'est quoi la bonne définition, mais au moins, vous savez que je viens de vous décrire la manière que j'ai défini une bonne humeur, avec la tension des muscles sur le visage, ou le fait que quelqu'un sourit un peu, beaucoup, ou pas du tout. Et puis, dans
ce processus d'opérationnalisation, si moi je clarifie comment je l'ai observé, comment je l'ai mesuré, si je clarifie ma conceptualisation de ma variable dépendante, bien là, on peut discuter, puis on peut avoir cette discussion par rapport à si vous contestez mon opérationnalisation, on peut, ben, on a une contestation sur les mêmes informations. Alors, souvent, les manques de communication commencent avec le fait que quelqu'un a vu quelque chose que l'autre personne n'a pas vu, puis ils se contestent sur des choses, pas sur pas sur les mêmes choses, pas sur le même point. Alors, en opérationnalisant la variable, je déclare très, très, très clairement, voici ma conceptualisation, voici comment je l'ai observé, voici comment je l'ai mesuré. Une fois que j'ai déclaré ça, là, nous autres, on peut avoir cette discussion par rapport à est-ce que vous contestez mon opérationnalisation ou non. On peut voir est-ce qu'il y a des meilleures manière d'observer ou mesurer la variable dépendante. C'est possible. Parce qu'il y a plusieurs différentes manières d'opérationnaliser une variable, où chaque variable peut être opérationnalisée de différentes manières. Quant au nombre de la variable dépendante, en fait, c'est beaucoup plus facile d'ajouter plusieurs variables dépendantes que les variables indépendantes. Alors, j'avais déjà mentionné que les variables indépendantes, on s'en tient à une variable indépendante pour l'instant parce que ça complexifie les choses rapidement. Les variables dépendantes, c'est beaucoup plus facile parce que les variables dépendantes rajoutent aux effets subis. Alors, c'est-à-dire que je peux mesurer, par exemple, l'intensité et la durée des symptômes de dépression. Alors, c'est relativement facile pour moi d'ajouter combien de jours avez-vous réalisé ces symptômes ou avez-vous fait l'expérience de ces symptômes? Et je peux poser une différente question et sur une échelle de 1 à 10, quelle était l'intensité de ces symptômes? Alors, vous voyez comment est-ce que la variable dépendante, c'est souvent beaucoup plus facile. Des fois, c'est juste un autre énoncé, une autre question. Ça peut être... c'est une autre question qu'on pose pour rajouter des informations qu'on veut capter à la fin. Encore là, le nombre de nos variables dépendantes vont encore varier selon les hypothèses de recherche. Alors, si on pense que la caféine, la consommation de caféine a un effet sur la concentration et sur la qualité de sommeil, ben là, j'ai deux hypothèses où je pense que ma variable indépendante influence deux variables dépendantes séparées. Alors, le nombre de variables dépendantes va aussi être en lien avec nos hypothèses, notre idée de recherche. Bon, alors, on va s'arrêter là pour la VI et la VD. Je vous rappelle que ce concept de VI-VD, c'est hyper important. On va en parler pour le reste du cours. Prenez le temps de bien faire la lecture. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne captez pas tout, parce qu'on va faire des exercices, on va vraiment continuer à parler des VI-VD. Alors, c'est tout pour l'instant pour la VI-VD. Je vais faire une vidéo séparée pour les variables médiatrices et modératrices. Alors, c'est ça. Alors, à bientôt. Bye.